Merci de votre présence. J'ai grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui à la Cour des comptes pour vous présenter le rapport de la Cour des comptes portant sur la situation des finances publiques début 2025. Et je remercie très sincèrement pour leur travail tous ceux qui, autour de Karine Cambi, président de la première chambre, y ont travaillé, Emmanuel Chianesi, président de section et contre-rapporteur, Emmanuel Gessua, qui est là, rapporteur général, et puis dans la salle disséminée, Jérôme Brouillet, Axel Lacan, Amélie Morsadec et Ronan Mégy, qui furent les rapporteurs. Alors, c'est un rapport, vous me demandez, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ben, il est inédit. On n'a jamais fait ça. C'est inédit parce que c'est la première fois, en fait, qu'on produit un rapport sur les finances publiques aussitôt dans l'année mi-février. Je précise tout de suite, d'emblée, que c'était prévu depuis quelque temps et que c'est pas corrélé, évidemment, au calendrier très particulier des finances publiques pour cette année, qui est inédit aussi, et qui, je l'espère, ne se reproduira jamais, alors que le rapport, lui, se reproduira chaque année. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est le nouveau format de notre traditionnel chapitre des finances publiques qui figure historiquement en tête de proue de notre rapport public annuel. À partir de 2025, donc, ce chapitre sera avancé et est avancé d'un mois, et on va le distinguer du rapport public annuel qui sera publié autour de la mi-mars. Pourquoi avons-nous décidé cette décorrélation que m'a suggérée de manière pertinente la présidente Cambi? Parce que les finances publiques sont un sujet de préoccupation majeure pour nos concitoyens, et qu'il est important que la Cour puisse délivrer assez tôt dans l'année une première analyse de l'exercice écoulé. Je rappelle qu'en 2023, la dégradation inattendue du déficit n'a été officialisée que mi-mars, alors qu'elle était connue des initiés, assez nombreux en réalité, depuis la mi-décembre. Notre rapport traite de l'exercice clos, sur la base de données en effet provisoires, mais nous devons confronter à diverses sources, mais aussi nous parlons du démarrage de l'année en cours, pour identifier les risques qui pourraient peser sur la trajectoire des finances publiques. Donc nous voulons être opérationnels assez tôt. C'est un rapport inédit aussi par son contexte, sur lequel je n'insiste pas, puisque la situation politique a retardé l'adoption des textes financiers pour 2025 et par conséquent les efforts d'ajustement indispensables pour tenir notre nouvelle cible de déficit de 5,4 points de PIB, qui est, je le rappelle, la cible qui a été communiquée à nos partenaires européens. J'évoquais le démarrage de l'année 2025, mais on peut dire qu'elle a en réalité débuté en termes budgétaires le 6 février dernier, soit le jour de l'adoption d'un budget avec plus d'un mois de retard. On pourrait même considérer qu'elle n'a pas totalement débuté tant que la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale n'ont pas été promulguées. Et comme je l'ai dit, c'est une situation qui ne s'est jamais produite, jamais, auparavant, au cours de l'histoire de la Ve République. On a déjà eu un budget en 1979 qui a été adopté, mais tout début janvier. C'était un petit accident, c'était pas une rediscussion. Inédit, ce rapport l'est enfin et surtout eu égard à son contenu, qui est quand même... qui doit être pris au sérieux. Je cherche les formules maintenant à force sur les préoccupants, inquiétants, etc. Dans notre rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, publié en juillet dernier, nous signons que 2023 avait été une très mauvaise année, avec un déficit final à 5,5 points de PIB. Et nous nous inquiétions de plusieurs risques. Il fallait absolument réduire notre déficit. Dès 2024, pour notre souveraineté, notre crédibilité, notre capacité à agir et à investir. Ce qu'on constate, c'est tout le contraire. La France n'a pas été en récession, donc nous ne sommes pas en crise. Sa croissance n'a pas connu d'accident majeur, même si elle n'est pas hyper percutante, enfin elle n'est pas non plus anémique. Les cicatrices des années 2020-2022 se sont résorbées. Le reflux des dépenses de crise augurait d'un repli mécanique de la dépense publique. Nous étions à l'aube d'une trajectoire pluriannuelle ayant valeur d'engagement national. Tous nos grands partenaires, pendant ce temps-là, parvenaient à réduire le déficit et à maîtriser la dette héritée des années Covid. Et la France, seule en Europe, je dis bien seule, a encore dégradé ses finances publiques. En somme, depuis l'automne 2022, toutes les projections pluriannuelles, toutes qui visaient à ramener le déficit sous les 3% du PIB, de la loi de programmation des finances publiques au programme structurel et budgétaire de moyen terme, en passant par le programme de stabilité, se sont révélées caduques au bout de quelques mois, voire pire, dès les premiers jours de leur mise en œuvre. Voire encore pire, en réalité déjà caduques au moment où on les présentait. C'était le cas du
programme de stabilité en avril dernier. On a une obsolescence accélérée de nos trajectoires financières qui affaiblit la position de la France et qui mine sa crédibilité. Voilà les raisons pour lesquelles nous faisons ce rapport inédit. J'en ajoute une dernière sur la décorrélation, c'est que c'est vrai que mettre côte à côte un rapport public thématique et un chapitre sur les finances publiques, ça commençait à faire un peu étrange. L'un vampirisait l'autre, ça dépendait d'ailleurs duquel, et donc les décorréler est mieux. Dans ce contexte, que dit la Cour de l'année 2024 et des perspectives pour l'année 2025? Notre rapport est en deux parties. La première analyse la dérive inédite des finances publiques en 2024, qui prolonge et aggrave celle de 2023. La seconde est centrée sur l'année 2025, qui est une année déterminante pour le redressement des finances publiques, et nous essayons de voir les chances et les risques d'une amélioration réelle de nos finances publiques. Je viens sur la première partie, l'année 2024. C'est assez largement connu, même s'il y a des choses intéressantes dans l'analyse. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout le monde sait que le déficit a explosé, que ce fut une année noire pour les finances publiques. Ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'on montre pourquoi et comment, de manière assez précise. On y reviendra d'ailleurs dans le rapport sur l'exécution du budget de l'État, naturellement. En 2023, donc au terme d'une année sombre pour les finances publiques, le déficit public avait atteint 5,5 points de PIB. Il s'était creusé de 0,7 points par rapport à 2022, alors que la loi de fin de gestion pour 2023 prévoit encore une quasi-stabilité par rapport à l'année précédente. On était déjà dans un contexte de normalisation macroéconomique, il y avait une baisse de l'inflation, le quoi qu'il en coûte n'était plus nécessaire, même si on a poursuivi avec un autre quoi qu'il en coûte qui, lui, n'était pas nécessaire. Cette situation aurait dû mener à un véritable électrochoc pour 2024. Enfin, souvenez-vous, si on se remet à 2023, on est quand même très surpris, très désagréablement, que les choses soient ainsi. Mais, loin d'être inversée, ni même simplement interrompue, la dérive des finances publiques s'est au contraire accentuée en 2024. Pour la deuxième année consécutive, jusqu'à là on le sait, le déficit public s'est nettement dégradé en 2024 d'environ 20 milliards d'euros pour atteindre 6 points de PIB, soit près de 175 milliards d'euros. C'est 1,6 point au-dessus de la cible inscrite dans le projet de loi de finances pour 2024. N'oublions pas que le projet de loi de finances pour 2024 a été voté avec un déficit prévu de 4,4 points de PIB, 128 milliards d'euros. De 128 à 175, vous mesurez le gap. Il avait déjà été revu à la hausse de 4,4 à 5,1 dans le programme de stabilité publié en avril 2024, notamment pour tenir compte de la très mauvaise année 2023 dont on voyait à ce moment-là l'impact. Des incertitudes subsistent sur le chiffre précis du déficit, les comptes pour 2024 des administrations locales et de sécurité sociale n'étant pas encore arrêtés. Mais il faut être clair, le déficit pour 2024 va s'élever autour du double de la limite prévue par le pacte de stabilité, qui est de 3%, et à près du double de la moyenne des déficits dans la zone euro, qui doit être à 3,2, 3,3 aujourd'hui. Ce dérapage par rapport à la prévision initiale est complètement inédit hors période de crise. La Cour a tenté d'en expliquer les différentes causes. C'est ça qui fait l'originalité de ce chapitre. D'abord, une partie du dérapage peut être expliquée par l'ombre portée négative de la très mauvaise année 2023. Celle-ci a contribué à creuser le déficit de 0,7 points de PIB, par ce qu'on appelle un effet de base. Rappelons quand même au passage que les 6% d'aujourd'hui sont 1,2 points supérieurs à la situation d'il y a 2 ans, ce qui est quand même, dans la situation des finances publiques en Europe, assez spectaculaire. C'est essentiellement lié aux moindres recettes de prélèvements obligatoires. Mais il ne faut pas se leurrer. Même si l'année 2023 a eu des effets négatifs sur 2024, l'essentiel de la dérive est imputable à l'année 2024 elle-même. Le dérapage de 2024 tient pour une part à la révision, à la baisse de la croissance. Le projet de loi de finances pour 2024, présenté à l'automne 2023, prévoit une croissance du PIB de 1,4% en 2024. Et cette prévision apparaissait déjà fortement optimiste. À l'époque, le Haut Conseil des finances publiques, souvenez-vous, l'avait jugé élevé et en décalage très important avec le consensus des économistes et des organisations internationales. Le gouvernement a finalement révisé sa prévision de croissance à 1% en 2024. La croissance atteindrait finalement 1,1 point selon l'INSEE, ce qui est mieux que le consensus, et ce qui est beaucoup moins que la prévision. Et une prévision macroéconomique trop optimiste
engendre mécaniquement des prévisions de solde public, elles aussi optimistes, la surestimation de la croissance et sa composition de surcroît très différente de ce qui avait été prévu initialement par le gouvernement, puisque on avait prévu, c'est plusieurs années d'ailleurs, et on continue, une relance massive de la consommation intérieure qui se fait attendre sans cesse. Voilà, alors qu'on est plutôt sur l'exportation, ça a eu un impact négatif sur les recettes en 2024. Impact qui a contribué à dégrader le déficit de 0,3 points. C'est le chiffre qu'il faut retenir par rapport à l'objectif initial. Donc sur les 1,6, il y en a 0,3 qui sont imputables à la croissance. C'est pas rien comme impact d'une prévision de croissance, qui n'était pas imprévisible pour le coup. Et heureusement qu'on a eu 1,1 et pas 0,8, comme le disaient les experts de l'époque. La dérive des finances publiques résulte également de recettes atones en 2024. D'après les dernières informations disponibles, qui sont encore provisoires, le montant des prélèvements obligatoires en 2024 reste très en deçà de celui prévu par la loi de finances initiale pour la deuxième année consécutive, avec une moins-value totale qui atteint à ce stade 40,3 milliards d'euros. Je répète, une moins-value totale de 40,3 milliards d'euros. Ces recettes atones, notamment pour l'impôt sur les sociétés et la TVA, minorent les recettes de 0,5 points de PIB par rapport aux prévisions initiales. Donc 0,3 sur la croissance, 0,5 sur les recettes. Ces effets négatifs sur les prélèvements obligatoires n'ont été que très partiellement compensés par des hausses de prélèvements obligatoires en 2024. Car, en réalité, la rupture avec les politiques de baisse d'impôts menées depuis 2018 n'est pas de 2025, mais elle est dès 2024. Le gouvernement a procédé à des hausses de prélèvements représentant 0,2 points de PIB, ce qui inclut notamment le retour progressif de la taxe intérieure de consommation finale d'électricité, la TICFE, à son niveau d'avant-crise. Mais ces hausses de prélèvements obligatoires étant inférieures au manque à gagner constaté, le ratio de prélèvements obligatoires reculerait de 0,3 points en 2024. Il atteindrait 42,9 points de PIB, après 43,2 en 2023. Il n'en demeure pas moins que la France se caractérise toujours par le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de la zone euro, puisqu'il est de 39,6 en moyenne dans l'ensemble de la zone. Donc il a reculé partout, hein, il est en dessous de 40 maintenant. Chez nous, il est encore à 42,9 fin 24. La principale cause de la dégradation du déficit en 2024, c'est la dynamique de la dépense publique. Et le rapport l'établit clairement. Les dépenses ont été très dynamiques en 2024, malgré l'attrition tant attendue de mesures exceptionnelles et de soutien post-crise sanitaire et énergétique. Les dépenses publiques sont à la fois bien plus élevées qu'en 2023, mais aussi bien plus élevées qu'en loi de finances initiale. Je reviens d'abord sur l'écart entre les dépenses prévues en loi de finances initiale pour 2024 et les dépenses finalement réalisées. Le niveau des dépenses en 2024 a dépassé de près de 9 milliards d'euros les objectifs du PLF pour 2024, ce qui est considérable. Ce dépassement est composé de 10,7 milliards d'euros de surplus de dépenses de collectivités locales, de 3,9 milliards d'euros de surplus de dépenses sur la sphère sociale. Les dépenses des administrations locales, ce n'est pas une connotation, hein, c'est des chiffres, se sont emballées en l'absence de mécanismes contraignants visant à faire contribuer les collectivités au redressement des finances publiques. Je rappelle que le Conseil avait noté ce point, puisqu'il avait souligné qu'on attendait un recul significatif des dépenses des collectivités locales, sans aucune documentation ni mécanisme qui y contribuait. Ce n'était pas totalement inattendu de ce point de vue-là. L'impact du dépassement des dépenses locales sur la dégradation du déficit est de 0,2 points de PIB. Les dépenses des administrations sociales ont, elles aussi, été supérieures aux attentes, avec un dépassement de l'ONDAM et une dégradation des comptes de l'UNEDIC. Ça représente 0,1 point de PIB. Un pilotage serré des crédits budgétaires de l'État et quelques bonnes surprises compensent partiellement la dérive de ces dépenses. En effet, les annulations et les gels de crédits décidés en cours d'année sur le budget de l'État, notamment l'annulation de 10 milliards d'euros de crédits dès le 21 février 2024, très peu de temps après le vote de la loi de finances tout de même, alors que les initiés avaient déjà quelques idées, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quand ils ont commencé exactement, mais c'est un autre sujet. Ainsi qu'une hausse moindre que prévue de la charge de la dette publique, plus 6 milliards ou plus 9 milliards, ont freiné la dégradation du solde public à hauteur de 0,2 points. Au total, les dépenses de l'État s'établiraient à 485 milliards d'euros, soit 7 milliards en deçà du plafond inscrit en loi de finances initiale pour 2024. Mais, parallèlement
à l'explication de l'écart entre les dépenses prévues initialement et les dépenses finalement constatées, la Cour a analysé la dégradation du déficit en 2024 par rapport à 2023, qui montre une chose qui est au cours du temps, au fil du temps, une dérive très importante de la dépense publique. Ça va peut-être à l'encontre d'un certain discours, comme quoi elle serait tenue. Elle ne l'est pas, en tout cas jusqu'à présent. Le ratio de dépenses publiques a augmenté par rapport à 2023. Et il excède largement son niveau d'avant-crise sanitaire. C'est ce qu'on appelle un effet cliquet. Mais enfin, là, c'est un double cliquet. C'est-à-dire c'est un cliquet par rapport à l'avant-crise, mais c'est aussi un cliquet par rapport à l'après-crise. Au bout d'un moment, ça avait baissé, ça recommence à monter. C'est ainsi. Une fois que de nouvelles dépenses sont débloquées, en temps de crise, de manière légitime et juste pour la crise Covid, on n'arrive pas à revenir dessus alors qu'elles ne sont plus justifiées. En 2024, les dépenses publiques atteindraient 1652 milliards d'euros. Elles sont en hausse en valeur de 3,8%, ce qui est une progression identique à celle enregistrée en 2023. Mais en volume, c'est-à-dire une fois pris en compte l'évolution des prix, la dépense publique totale a progressé de 1,7% en 2024, alors qu'elle avait baissé compte tenu de l'inflation de 1,4% en 2023, avec le repli des mesures exceptionnelles également. Donc 2024, ça je pense c'est quelque chose d'important dans le rapport de la Cour, puisque le discours est juste sur la prévision de recettes. Non, c'est d'abord l'augmentation de la dépense publique. D'abord et avant tout. Et 1,7 point en plus, c'est considérable. Encore, ce chiffre de 1,7% ne dit-il pas toute la dynamique de la dépense. Or, les dépenses exceptionnelles héritées de crise sanitaire et énergétique et hors charge de la dette, ce que nous appelons le cœur de la dépense, donc si vous sortez ça, a progressé de 2,7% en volume, contre 0,5% en 2023, ce qui est la progression la plus importante des 15 dernières années, alors que nous sommes supposés être engagés dans une trajectoire de réduction du déficit. En conséquence, pour la première fois depuis 2020, le ratio de dépenses publiques rapporté au PIB augmente. Il passe de 56,4 à 56,7 points. Il est 7 points supérieur à la moyenne de la zone euro, qui est inférieure à 50, qui est autour de 49. Et il est 3 points, je le cite de mémoire, supérieur à ce qu'il était avant la crise Covid. Sans pour autant qu'on ait l'impression que, comment dire, les services publics se soient considérablement améliorés, les prestations publiques fassent bondir de joie absolument tout le monde. Cette progression en volume entre 2023 et 2024 est très différente sur les 3 niveaux d'administration publique. La dépense de l'État a baissé de 2,3 points en volume, donc on peut dire qu'elle est globalement stable, si on ne prend pas en compte le repli longtemps attendu des mesures exceptionnelles de soutien et la hausse de la charge de la dette. Cette stabilité montre toutefois clairement, sur l'État aussi, l'absence d'économie structurelle dans les dépenses en 2024. Les dépenses locales contribuent quant à elles de manière significative au creusement du déficit public. Les dépenses des collectivités locales ont augmenté de 3,6% en volume entre 2023 et 2024, et les dépenses de fonctionnement, parce qu'on parle toujours d'investissement, mais le fonctionnement a progressé de 2,6%. C'est un record depuis au moins 10 ans. Et ça a même dépassé la forte augmentation enregistrée en 2021 en contre-coup de la crise sanitaire. Les dépenses d'investissement ont progressé de 5,7 milliards d'euros par rapport à 2023. Bon là, honnêtement, ça s'explique largement par le cycle électoral municipal que certains auraient pu anticiper. C'est-à-dire que l'année N-2 est quand même celle où les investissements sont réalisés. Ce sera mieux en 2025 et encore mieux en 2026. C'est comme ça. Enfin bon, je parlais du fonctionnement. Les dépenses sociales ont été très dynamiques en 2024. Elles ont progressé de 3,1% en volume pour atteindre 756 milliards d'euros. Et elles ont contribué également significativement au creusement du déficit en 2024. En 2024, hors mesures exceptionnelles de soutien, la dépense publique a donc progressé nettement plus rapidement que la croissance, contribuant à dégrader le solde public de 0,9 points de PIB par rapport à 2023. 0,9 points de PIB par rapport à 2023. La réalité d'une dépense publique hors de contrôle est en partie masquée par l'extinction des mesures exceptionnelles héritées de la crise énergétique à hauteur de 0,7 points de PIB. Les 0,9 sont nets. En résumé, en 2024, bien plus encore qu'en 2023, la dépense publique est apparue hors de contrôle, je le répète. C'est pas très surprenant. Comme la Cour puis le Haut Conseil l'avaient déjà signalé, les objectifs de maîtrise de la dépense n'étaient pas documentés et ne faisaient, s'agissant des collectivités locales, l'objet
d'aucun mécanisme de régulation, qu'il soit concerté ou contraignant. Donc, la dégradation de notre déficit révèle aussi les effets négatifs de baisse de prélèvements obligatoires non financés, qui avaient été en partie masqués en 2021 et 2022 par des recettes très dynamiques, et l'absence d'économies structurelles, durables et intelligentes sur notre dépense publique. Je ne le répéterai jamais assez, avant de passer à la deuxième partie du rapport à 2025, ce dérapage du déficit depuis 2 ans, je sais qu'on dira que nous nous répétons, mais il faut le faire, constitue un défi considérable pour notre pays. Ces 2 années coûtent cher. Ça ramène la France à un niveau de déficit proche de celui enregistré en 2021, en sortie de crise sanitaire. Surtout, ça retarde encore la perspective d'un retour sous le seuil de 3% du PIB, ce qui est pourtant un préalable indispensable pour amorcer une stabilisation puis une diminution de notre endettement. Je ne suis pas un maniaque des traités, je ne suis pas un fou des 3%, mais c'est une donnée de bon sens qui est que c'est à peu près le niveau où la courbe de la dette s'inverse. Et tant qu'elle ne s'inverse pas, par définition, si tu n'as pas dit ça, elle va augmenter. Le déficit. En 2024, notre ratio de dette publique a augmenté pour la première fois depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Il a augmenté de 185 milliards pour atteindre c'est près de, n'est-ce pas Emmanuel, 3 300 milliards d'euros et 112,8 points de PIB. C'est 70 milliards de plus que prévu en PLF pour 2024. Si nous avions voulu stabiliser notre endettement, il aurait fallu réduire notre déficit à moins de 3,4 points de PIB. On a au contraire augmenté de 1,6. Cet emballement de notre ratio d'endettement a 2 conséquences. La première, c'est le risque d'un effet boule de neige sur le service de la dette. Le service de la dette, c'est la charge d'intérêt que nous payons pour emprunter à nos créanciers. Le service de la dette approche 60 milliards d'euros, c'est 59, c'est ça, en 2024. Ce qui veut dire que cette dépense stérile préempte une part croissante de la dépense publique. Elle a plus que doublé depuis 2020. Elle est passée devant le budget de la défense nationale cette année. Elle pourrait encore augmenter rapidement à l'avenir si la France ne réduit pas significativement son déficit. Et le risque aussi, c'est que les investisseurs finissent par se lasser de la signature française. D'ailleurs, observons que nos spreads se sont accrus d'environ 30 points de base avec l'Allemagne, alors que les taux sur les obligations d'État ont augmenté de près de 50 points de base entre le début du mois de décembre et mi-janvier 2025. Nous payons aujourd'hui notre dette plus cher que la Belgique depuis mai 2024, plus cher que l'Espagne depuis octobre, plus cher que la Grèce depuis décembre. J'avoue que pendant mes années bruxelloises, qui étaient au cœur de la crise financière et grecque, j'imaginais pas pouvoir écrire ou dire ça un jour. Et notre écart avec l'Italie est réduit à moins de 30 points de base, au point de risquer d'être au même niveau dans le cours de l'année 2025. Bon, ça c'est une conséquence. La deuxième conséquence, c'est justement la divergence de la France avec les principales économies de la zone euro. Nous sommes dans la situation la plus compromise dans la zone euro. La France est désormais l'État de la zone euro qui affiche le déficit le plus important. Et parmi les 6 principales économies de la zone, seules l'Italie, la Belgique et la France devraient avoir un déficit supérieur à 3 points de PIB en 2024. Mais le déficit français est plus élevé de moitié que le déficit italien et il est d'un tiers plus important que le déficit belge. Donc, je suis, j'avoue, inquiet et profondément désolé de faire le même constat en ce début d'année 2025 qu'au début d'année 2024, qui est que nous ne pouvons plus nous permettre de reporter les efforts nécessaires pour redresser nos finances publiques, aussi difficiles soient-ils à mettre en œuvre. Si nous ne le faisons pas de manière volontaire, nous finirons par y être contraints. Il faut quand même y être conscient de cette réalité. Donc oui, on dira la Cour se répète, la Cour est pessimiste. La Cour n'est pas pessimiste. Là, elle a démonté de manière extrêmement précise les pièces pour montrer ce qui a engendré ce déficit et montrer aussi que cela ne pouvait plus durer, tout simplement. Il faut prendre des décisions fermes et courageuses pour initier des économies en dépenses, sans reporter le problème sur les prévisions macroéconomiques optimistes. Et il faut faire reposer l'effort sur l'ensemble des administrations publiques. On ne va pas y échapper. Et tout de même, à ceux qui, de toute nature, finissent par dire « oui, mais vous proposez l'austérité ». Non, on ne propose pas l'austérité.
Le principal facteur d'augmentation du déficit, c'est la dépense. On n'est pas du tout dans l'austérité, on est dans l'expansion. Cette hausse est la plus importante depuis des années, en 2024. 2024, pour moi, c'est presque une découverte, je l'avoue, c'est l'intérêt du rapport. Comme beaucoup, je me disais, bon, c'est les recettes. Voilà. Non, c'est plus les dépenses que les recettes. Il faut en être conscient. Alors, 2025. 2025 est une année, je vais l'attaquer avec optimisme, cette fois-ci, bien sûr, est une année déterminante pour le redressement de nos finances publiques. Et c'est l'objet du deuxième chapitre de notre rapport. Dans la deuxième partie du rapport, nous signalons les enjeux de la trajectoire de 2025-2029 au regard des risques qui jalonnent d'ores et déjà l'année en cours. Je ne vais pas faire la chronologie des événements des derniers mois, juste quelques mots sur la chronologie d'adoption du budget. Dans le plan budgétaire et structurel à moyen terme, communiqué en octobre 2024 à la Commission européenne, c'est la réforme de nos règles, le gouvernement a repoussé une nouvelle fois l'échéance du retour du déficit sous 3% du PIB, de 2027 à 2029. Cette décision, je l'ai dit, elle était nécessaire et justifiée, au vu de la dérive des comptes publics depuis 2023. Je l'avais d'ailleurs souligné dès avril dernier, en présentant l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur le programme de stabilité. Je n'avais pas suggéré qu'on ne ferait pas 3%, j'avais juste dit que 3% était impossible. Je n'ai pas suggéré de faire plus, mais on avait montré assez clairement que ce n'était pas cohérent. C'était notre mot. Je parle sous le contrôle des membres du Haut Conseil qui sont autour de moi. Et j'ai moi-même suggéré ce report à la fin de l'été. Je crois avoir été le premier à dire qu'il fallait passer de 2027 à 2029. L'objectif de revenir sous 3% en 2027 était devenu irréaliste, tant l'effort structurel à réaliser pour y parvenir aurait pesé de manière insupportable sur la croissance. Au-delà de la trajectoire à moyen terme, le PSMT, ainsi que le projet de loi de finances déposé au Parlement en octobre dernier, prévoyait un retour à 5 points de déficit en 2025, avec un ajustement qui reposait pour les 2/3 sur des mesures en recettes, notamment une hausse de 30 milliards d'euros des prélèvements obligatoires, et pour 1/3 sur des objectifs ambitieux de maîtrise de la dépense. La censure du gouvernement, mais aussi l'assombrissement de la conjoncture, ont rendu cette prévision et ces objectifs obsolètes, quelques semaines seulement après la publication du PSMT. D'abord, la conjoncture pour 2025 est moins bonne. Elle a conduit à revoir à la baisse la prévision de croissance pour 2025. C'est ainsi que le gouvernement a retenu la prévision de 1,1% de croissance dans le PLF pour 2025, déposé en octobre 2024, puis de 0,9% dans le projet de loi de finances finalement adopté. Cette révision répond avec retard et peut-être de façon encore un peu optimiste, car le Haut Conseil estime que 0,9, justement, c'est encore au-dessus du consensus qui est à 0,7. Elle répond à l'accumulation de signaux conjoncturels défavorables au cours des derniers mois. L'attentisme des acteurs économiques, ménages comme entreprises, est entretenu par des incertitudes internationales et nationales. C'est pourquoi il fallait absolument que la France se dote enfin d'un budget. La nouvelle prévision de croissance, j'y reviens, est plus réaliste que 1,1 point, mais elle demeure, je l'ai dit, un peu élevée, selon l'avis du HCFP, parce qu'elle est supérieure au consensus économiste. Ensuite, la censure du précédent gouvernement a contraint le nouveau à revoir à la hausse la cible de déficit pour 2025. D'abord, c'est mécanique. Certaines mesures inscrites dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, initiaux pour 2025, ne pouvaient plus produire leurs effets en année pleine, puisque le budget n'avait pas été adopté en janvier, donc il y a des décalages. Par ailleurs, et c'est la principale explication, d'autres mesures n'apparaissaient plus après la censure, juridiquement ou politiquement envisageables, l'exemple étant l'indexation de 6 mois, plutôt le décalage d'indexation de 6 mois pour les retraites ou certaines mesures structurelles portant sur les dépenses sociales ou locales. Le gouvernement Bayrou a donc été conduit à amender le plan budgétaire et structurel à moyen terme et les textes financiers pour 2025. La loi de finances prévoit de redresser les comptes publics de 50 milliards d'euros au lieu de 60 milliards d'euros en octobre et de ramener le déficit public à 5,4 au lieu de 5. Les cibles de déficit pour 2026 et 2029 sont-elles, jusqu'à maintenant en tout cas, maintenues, ce qui signifie un effort accru en 2026 pour rattraper la trajectoire. Soyons conscients que la dégradation de 2025 implique un budget plus dur en 2026. Sauf si à nouveau on décidait, et j'ai entendu que certains y pensaient, de dégrader les engagements pour 2026,
Ce qui, à ce moment-là, reviendrait à faire une chose qu'on sait bien faire en France, c'est-à-dire à reporter en fin de période, c'est-à-dire à jamais, les efforts nécessaires. Au moins, dans le PSMT, le CFP a souligné qu'il y avait un effort qui, pour une fois, consistait à faire les efforts d'abord et à les répartir ensuite. Bon, je ne voudrais pas, pour le dire franchement, commentaire personnel, que l'on fasse ainsi. Et donc, il faut que les engagements soient tenus, sans quoi ils perdent leur crédibilité. Dans la loi de finances adoptée par le Parlement la semaine dernière, l'effort de réduction prévu par le gouvernement est donc de 0,5 points de PIB, avec un objectif de déficit de 5,4. En réalité, disons-le, nous sommes déjà sur le fil du rasoir, ça le rapport le montre aussi, pour atteindre ces objectifs. La prévision du gouvernement pour 2025, telle qu'elle est inscrite dans la loi de finances, est très proche, je pèse mes mots, très proche du seuil qui ferait basculer le déficit public d'ores et déjà à 5,5 points de PIB, en suivant les conventions de présentation des chiffres arrondis au niveau européen, sans comptabiliser les risques qui peuvent l'augmenter. Hein. En réalité, nous sommes à combien 5,45, donc voilà, on est juste, voilà. Le déficit public est en fait déjà très proche de 5,5 dans la loi de finances. Pour atteindre cette réduction du déficit public moindre que prévu, les efforts d'ajustement reposent quasi exclusivement sur des hausses de prélèvements obligatoires. La loi de finances pour 2025 prévoit une hausse des prélèvements de près de 50 milliards en 2025, dont 25,3 sous l'effet de hausse d'impôts et de cotisations, donc 50 milliards de hausse de prélèvements, dont 25 de hausse d'impôts et de cotisations, bien que révisé de 5 milliards en baisse par rapport au PLF d'octobre. C'est un effort qui reste très important. Outre l'extinction du bouclier tarifaire énergétique, qui rapporterait 3,9 milliards d'euros en 2029, les principales mesures, vous les connaissez, c'est la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, limitée à 1 an, supposée rapporter 8 milliards d'euros. C'est une augmentation de l'imposition des plus hauts revenus, également non pérennisée, supposée rapporter 2 milliards. C'est une réforme des allègements de cotisations pour 2 milliards, au prix d'une hausse du coût du travail, et c'est une hausse des taux de cotisation employeurs à la CNRACL pour 1,7 milliard. Plusieurs écueils affectent toutefois cet ajustement important. Disons, plusieurs risques sont à surveiller pour parvenir à cet ajustement important. Le premier, c'est le fait de faire peser principalement sur la fiscalité notre effort budgétaire, alors que notre taux de prélèvement obligatoire est déjà le plus élevé d'Europe. Le deuxième, c'est que le scénario macroéconomique du gouvernement est un peu optimiste, ce qui pourrait conduire à revoir à la baisse les montants de recettes prévus. Par ailleurs, certaines mesures sont soumises aux exigences constitutionnelles en matière de non-rétroactivité de la loi fiscale en raison de la date d'adoption du budget. Ça, on va voir, c'est le Conseil constitutionnel qui tranchera. Surtout, et c'est le principal, les mesures les plus importantes ne sont que temporaires et limitées à 1 an. Il s'agit de hausses de prélèvements sur les grandes entreprises et les ménages les plus fortunés, 10 milliards, soit près de la moitié des hausses. Disons-le clairement, il y a en tout cas une chose, ça a deux conséquences. La première, c'est que le 5,4 qui est déjà sur le fil du rasoir, il a des risques à la hausse, comme on dit à Bruxelles. Il paraît qu'il existe aussi des risques à la baisse. Et le deuxième, c'est que ça reporte sur les années suivantes l'effort structurel de redressement des finances publiques, puisque, comme c'est les prélèvements obligatoires qui font quasi tout, la dépense reste peu touchée. Les efforts portent quasi exclusivement sur des mesures fiscales nouvelles ou en hausse, alors que des mesures d'économie structurelle et d'ampleur en dépenses sont indispensables. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui fait la vraie différence avec le budget proposé en octobre, c'est que les économies en dépenses prévues dans le budget sont très insuffisantes pour faire baisser le déficit, car elles reposent essentiellement sur le budget de l'État. Et là, il y a eu un changement par rapport entre le Barnier et le Bayrou, si j'ose dire. Sur le change de l'État, il est prévu une modération marquée de la dépense publique. Les dépenses budgétaires de l'État atteindraient 486 milliards d'euros en 2025, soit une quasi-stabilité par rapport à l'exécution 2024. Ce serait la plus forte baisse en volume des 10 dernières années. De ce point de vue-là, les responsables des administrations de l'État ne sont pas totalement infondés à constater un budget dur. Ces économies sont toutefois encore peu documentées. Dans le budget finalement adopté, la baisse pour tous les ministères atteint 8,8 milliards d'euros. Il est proposé une baisse de 10% du coût des achats publics, mais aussi des mesures d'économie ciblées sur la politique de l'emploi, avec
avec une baisse de 4 milliards d'euros des aides à l'apprentissage et la fin du « quoi qu'il en coûte ». Les domaines qu'avait d'ailleurs identifié la Cour dans ses revues de dépenses. Son rapport, là, en l'occurrence, a été écouté. Le montant des dépenses de l'État intègre aussi de nouvelles mesures qui pourraient devoir être augmentées, comme les dépenses de soutien à Mayotte. Dans son avis du 29 janvier 2025, le HCFP juge cet objectif atteignable mais exigeant. Il signale une chose que je redis maintenant, c'est qu'il y a peu de marge pour financer des dépenses imprévues qui s'avéreraient nécessaires en cours d'année. Et de surcroît qu'il faut vraiment tenir la dépense telle qu'elle a été votée. Il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est clair. L'effort pour l'État est donc incontestablement important. Mais je crois qu'il ne faut pas renoncer pour l'avenir à l'idée que toutes les dépenses publiques soient mises à contribution à l'avenir pour le redressement des finances publiques, pour que l'effort soit mieux partagé et mieux réparti. Sur le champ des administrations publiques, il est prévu un ralentissement des dépenses par rapport à 2024. Mais l'effort demandé a été allégé de 3 milliards d'euros par rapport à la version initiale du PLF pour 2025. Les économies prévues ont été ramenées à 2,2 milliards d'euros, dont la réalisation sera favorisée par un prélèvement sur les recettes des plus grandes collectivités, par le gel du montant de la TVA transférée. Compte tenu des dépenses des collectivités dans le dérapage des déficits de 2023 et plus encore de 2024, il faut adopter des mesures pour maîtriser leur dynamique. Et ça, je renvoie à une revue de dépenses que la Cour a présentée en octobre 2024. Enfin, sur la sphère sociale, les économies sont peu documentées et il est prévu que les dépenses augmentent en 2025. Par rapport à la version initiale du PLF déposé en octobre 2024, certaines économies significatives ont été abandonnées. J'ai évoqué le report de l'indexation des pensions de retraite, qui réduit la dépense de 3,5 milliards d'euros en 2025. Encore une fois, ce n'est pas des jugements de valeur que nous portons, hein, c'est pour le coup des comptes qu'on fait. La progression de l'Ondam devrait atteindre 3,3% en 2025, ce qui supposerait la réalisation de 4,3 milliards d'euros d'économies. Les mesures sous-jacentes, encore peu documentées, reposent notamment sur des efforts d'efficience et de maîtrise sur la dépense des médicaments. Étant donné l'ampleur de ces économies, la progression de l'Ondam pour 2025 est considérée par le HCFP comme volontariste. Il ne faut pas se leurrer. Dans ces conditions, ce que nous avons appelé le cœur de la dépense devrait continuer de progresser à un rythme proche de sa tendance d'avant-crise. En 2025, le montant des dépenses publiques augmenterait de 1,2% en volume par rapport à 2024. Cette progression excède la croissance prévue du PIB, si bien que, et ça selon des commandes budgétaires, le ratio de dépenses publiques poursuivrait sa hausse pour atteindre 56,9. Donc, on n'est pas du tout dans un trend de baisse de la dépense. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faudra prolonger ces efforts plusieurs années, au moins jusqu'à 2029. Encore une fois, ce n'est pas préconiser l'austérité à perpétuité, c'est dire que vraiment ce cours doit s'interrompre. Et qu'encore une fois, si nous ne le faisons pas, nous nous mettons nous-mêmes en danger, en vulnérabilité. Il faut dire la vérité et agir en conséquence. Et il faudra que cet effort sur la dépense porte sur toutes les administrations publiques. Mais la solution n'est pas de raboter les dépenses de ces administrations essentielles à notre modèle de société. Il faut enfin passer à un mode économie intelligente, basée sur des revues de dépenses méthodiques et systématiques. Nous ne sommes pas ici, et je ne suis pas un adepte du rabot. Je ne suis pas certain. Enfin bref, j'arrête ça parce que je pourrais faire d'autres commentaires plus subjectifs. La Cour s'est enfin penchée dans ce rapport, et je vous invite à le regarder parce que c'est intéressant, sur la nécessité de respecter la trajectoire du PSMT, ce qui est impératif, sous peine de voir la France décrocher pour de bon au sein de la zone euro. La France est la seule parmi les principales économies de la zone euro qui n'a pas de perspective proche de retour du déficit sous le seuil des 3% du PIB, conformément au pacte de stabilité et de croissance. Nous sommes aussi le seul pays qui non seulement n'a pas significativement réduit son endettement par rapport au pic de 2020, mais qui le voit augmenter. Cette trajectoire, le PSMT, pourtant présente trois faiblesses. Un, il existe une incertitude importante sur la réalisation de la cible de déficit en 2025. 5,4, je reprends la formule du fil du rasoir, si vous voulez la retenir. Et c'est le minimum du minimum pour conserver notre crédibilité. Deuxièmement, cette trajectoire de finances publiques suppose des ajustements très importants qui n'ont jamais été accomplis avec une pareille constance dans le passé. Je parle pour aller jusqu'en 2029. Nous estimons l'effort d'économie à réaliser sur la trajectoire à 2029 à 110 milliards d'euros.
et à 160 milliards d'euros à l'horizon 2031, car il faudra continuer à tirer le trait. Là aussi, il faut dire la vérité et agir en conséquence. Ces efforts ne sont pas documentés au-delà de 2025. Troisièmement, malgré des efforts considérables, et c'est là où on paye la dérive des années passées, les cibles retenues sont les moins ambitieuses de la zone euro. Pour illustrer l'urgence de respecter le PSMT dès aujourd'hui, nous avons quantifié 2 scénarios alternatifs, que vous lirez avec intérêt si vous voulez, moins favorables que les prévisions gouvernementales, mais davantage en ligne avec les tendances passées. On pourrait les estimer plus réalistes. Ces scénarios jouent sur 2 variables. La croissance, avec une croissance que nous estimons plus réaliste, et l'ajustement budgétaire, avec seulement une moitié des efforts prévus effectivement réalisés. Alors que la trajectoire du PSMT supposera un effort de 110 milliards d'euros d'ici 2029, nous calculons que la réalisation de la moitié des efforts d'ici la fin de la décennie, 50 à 60, ce qui est tout de même pas négligeable, et ce qui serait même, disons-le, inédit, alors que la situation politique n'est pas la plus simple, mènerait inévitablement à un endettement supérieur à 120 points de PIB en 2029. Si on cumule les 2 scénarios, croissance réaliste et ajustement moindre que prévu d'ici 2029, ce qui est pas d'un pessimisme échevelé quand même, ça mènerait notre dette publique au-delà de 125 points de PIB en 2029, proche de 130 points de PIB en 2031. Et dans ces scénarios, la charge de la dette augmenterait continuellement, sous l'effet de son renouvellement à des taux plus élevés, pour atteindre 112 milliards d'euros en 2029. Ces scénarios sont là pour dire aussi ce qui nous menace, car dans ces conditions, je préfère ne pas rêver à ce que serait un cauchemar. Nos taux d'intérêt, notre rapport à l'Union européenne, notre marge de manœuvre pour financer les investissements nécessaires dans une période un peu troublée. Écologie, défense, innovation, recherche. Ce sont des scénarios en quelque sorte de l'inacceptable. Mais l'inacceptable n'est pas irréaliste. C'est ça, au fond, je traduis ce que je comprends pour ma part du rapport qui est présenté. Voilà, je le dis un peu solennellement devant vous. Je pense que ce chapitre, très bien construit, très documenté, inédit aussi par rapport à tout ce qui a été fait sur le budget par quiconque, nous sommes au pied du mur. 2023 devait être le début d'une trajectoire de redressement, une fois les cicatrices des crises sanitaires et énergétiques résorbées. Et on vient de vivre 2 faux de départ consécutifs. Au lieu de partir de 4,7 points de PIB et 100 points de dette fin 2024 pour amorcer la baisse de l'endettement, nous commençons la trajectoire nouvelle à 6% et 112,8 points d'endettement. Donc avec plus de déficit et plus de dette qu'au moment où on devait partir. En réalité, les années 2023-2024 ne sont pas seulement des années blanches, ni même des années noires, ce sont des années perdues. Ce sont des années de retour en arrière, 2 années périlleuses pour les finances publiques. Pendant 2 ans, au lieu de nous redresser, nous avons accumulé de la dette. Et l'enjeu tient en un constat très simple, à cause de ces 2 années perdues, l'effort à réaliser pour ramener le déficit sous les 3 points de PIB, ce qui est notre obligation, a plus que doublé. Au début 2023, nous pensions qu'il était de 50 milliards d'euros. Il est désormais de 110 milliards d'euros. Nous avons passé un cycle budgétaire compliqué. Les textes ont finalement été adoptés en février ou sont en passe de l'être. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que les erreurs passées ne peuvent plus se reproduire. Que le report incessant des efforts de redressement n'est plus envisageable. Il faut maintenant que la nouvelle trajectoire de déficit, commençant par les 5,4, déjà desserrée par rapport à octobre, soit respectée. C'est une condition sine qua non pour respecter notre trajectoire de finances publiques. Et donc l'année 2025 est compliquée, mais elle est déterminante pour une trajectoire de redressement des finances publiques, après 2 faux départs en 2023 et 2024. Mais il faut vraiment que tout cela soit complètement mis en œuvre. Il faudra être vigilant, ferme, courageux, sans revenir sur des objectifs difficiles mais indispensables. Et je le redis, in fine, tant qu'on ne s'attaque pas à la dépense publique, qui ne cesse d'augmenter, contrairement à ce qu'on nous dit, qui ne cesse d'augmenter, alors qu'elle baisse partout, alors qu'elle devrait baisser, puisque nous ne sommes plus du tout en situation de crise d'aucune nature que ce soit. Il y a une crise géopolitique, bien sûr, mais économique ou financière, et il faudra que ce soit partagé par l'ensemble des administrations, la Cour des comptes,
les juridictions financières, le Haut Conseil des finances publiques, le Conseil des prélèvements obligatoires, qui va nous attendre un peu, il faut peut-être les prévenir d'ailleurs, prendront leur part dans l'indispensable amélioration de la qualité de la dépense publique. Pardon d'avoir été un peu long.